Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Le débat est en cours sur l'enveloppe d'infrastructures bipartisan. Pour le sénateur démocrate Chuck Schumer, le Sénat vient de se rassembler et de manière fortement bipartisane. Biden, de son côté, s'est félicité de la nouvelle. 17 sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour voter le lancement du débat. Le principal négociateur républicain estime qu'il s'agit d'un premier pas important, même si les défis restent à relever. Le sénateur républicain Rob Portman a déclaré que tous les Américains sont convaincus que les routes, les ponts, les ports, les voies navigables et même notre infrastructure numérique doivent être mises à jour. Ils le savent parce qu'ils voyagent sur ces routes et vont sur ces ponts. Le projet a un coût de 550 milliards de dollars en nouvelles dépenses. Dans le cadre de ce projet de loi, les fonds seront consacrés aux routes, aux ponts, à la modernisation du réseau électrique, au développement des énergies renouvelables, au transport ferroviaire de passagers, de marchandises et à l'Internet haut débit, entre autres. Pour les routes et les ponts, nous comptons 110 milliards de dollars, les réseaux électriques, énergies renouvelables, 73 milliards de dollars, transport ferroviaire et passagers de marchandises, 66 milliards de dollars, et enfin Internet à haut débit, 65 milliards de dollars. Le sénateur démocrate Joe Manchin affirme que nous touchons tous les éléments de l'infrastructure et si vous êtes sur les rails, si vous êtes dans une voiture, si vous voulez essentiellement accéder à Internet, vos ponts, vos routes, nous avons tout touché ici. Quant à la façon de payer, l'objectif est de réaffecter les fonds non dépensés de l'aide à la lutte contre le virus et l'aide au chômage et de rétablir les frais de nettoyage pour les entreprises chimiques, d'annuler un rabais pharmaceutique de l'ère Trump, entre autres ressources. Les démocrates ont un délai à respecter pour agir. Le sénateur Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat, déclare que son objectif reste de faire passer à la fois le projet de loi bipartisan sur l'infrastructure et une résolution budgétaire pendant cette période de travail. Cela, dit-il, pourrait prendre de longues nuits, cela pourrait empiéter sur nos week-ends, mais nous allons faire le travail, nous sommes sur la bonne voie, dit-il. L'accord final pourrait avoir des problèmes s'il n'est pas entièrement payé lorsque le Congressional Budget Office en examinera les détails. Mais il n'est pas certain que le projet de loi de 57 pages soit soutenu par suffisamment de sénateurs pour être adopté. Et cela se produit alors que les démocrates travaillent actuellement sur le projet de loi plus large de 3,5 trillions de dollars. Il est examiné selon les règles budgétaires qui ne requièrent qu'une majorité simple. Cela signifie que les démocrates peuvent le faire passer sans le soutien des républicains. Il serait financé par une augmentation des impôts sur les sociétés et sur les Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an. Et en parlant de fonds massifs, les 300 dollars supplémentaires par semaine des allocations de chômage fédéral vont bientôt expirer. La moitié des États ont déjà mis fin aux prestations de manière anticipée, tandis que le reste expirera en septembre. Et 16 mois après la création de ces mesures, les législateurs ne sont pas décidés à les prolonger à nouveau. Maintenant, certains de ces filets de sécurité disparaissent. L'interdiction fédérale d'expulsion émise par les centres de contrôle et de prévention des maladies va expirer à la fin du mois de juillet, ce qui signifie que des millions de personnes pourraient perdre le toit au-dessus de leur tête. L'association à but non lucratif, la Coalition nationale pour le logement à faible revenu, demande une extension, même si la date limite a déjà été repoussée 3 fois, mais le CDC et la Maison-Blanche ont dit qu'elle ne serait pas prolongée à nouveau, expirant également à la fin de ce mois l'interdiction fédérale des saisies qui protégeait les propriétaires de prêts garantis par le gouvernement. Malgré tout cela, il y a 46 milliards de dollars d'aide fédérale au loyer qui a été approuvé par le Congrès dans les 2 derniers plans de sauvetage. Ceux-ci continueront d'être distribués par les États, les villes et les entités locales. Et certains États ont étendu leur propre protection contre les expulsions, notamment New York et la Californie. Le département américain du Trésor a une liste consultable de ressources pour ceux qui ont besoin d'une aide au loyer. Et en parlant de loyer ou de lieux de vie, les survivants de l'effondrement de l'immeuble en Floride reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour avoir un endroit où vivre, puisque l'association caritative du nom de Mission d'habilitation globale basée en Floride et ses partenaires ont annoncé qu'ils paieraient le premier et le dernier mois de loyer et les dépôts de garantie des nouveaux appartements des survivants. Ils ont jusqu'alors récolté 370 000 $.
L'association Mission d'habilitation globale avait déjà obtenu des logements temporaires gratuits et des dons de biens pour les survivants. L'organisation caritative et ses partenaires pensent qu'ils auront bientôt les fonds nécessaires pour payer le loyer des survivants pendant 1 an. Selon en effet le fondateur de l'association, l'objectif du groupe est de contribuer à combler le fossé entre l'aide à court terme, qui arrive immédiatement après une catastrophe, et les solutions à long terme par le biais d'assurances et de règlements juridiques qui peuvent prendre, eux, 1 an ou plus à se développer. Pendant que les survivants de l'effondrement de l'immeuble en Floride cherchent un logement, les bureaux de Google resteront vides un peu plus longtemps. Le directeur général de Google, Sundar Pichai, a publié un communiqué mercredi indiquant que la date de retour prévue était désormais le 18 octobre et prolonge ainsi le travail à distance. Le géant des médias sociaux exigera également que les travailleurs sur le campus se fassent totalement vacciner. Selon M. Pichai, l'obligation de vaccination entrera en vigueur aux États-Unis dans les prochaines semaines et les exigences pour les autres sites commenceront dans les mois prochains. Les républicains du pays s'opposent à la mise en place de l'obligation de vaccination et de port du masque. Et une guerre de mots a éclaté entre les législateurs démocrates et les républicains mercredi après que le médecin titulaire du Capitole, Brian Moham, ait rendu obligatoire le port du masque pour la Chambre des représentants mardi, y compris pour les personnes entièrement vaccinées. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a traité le chef de la minorité républicaine, Kevin McCarthy, de crétin après qu'il ait critiqué sur Twitter la nouvelle règle. McCarthy a riposté en disant que ce n'est pas différent du fait qu'elle dise aux gens qu'ils ne pouvaient pas sortir, mais qu'elle aille chez le coiffeur. Aujourd'hui même, je l'ai vu, dit-il, dans une réunion privée sans porter de masque. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pelosi a accusé les républicains d'aller à l'encontre de la science sur les vaccins et le port du masque. Elle a dit, je cite, que la science est la réponse, qu'il s'agisse de la crise climatique, de la crise sanitaire, de notre prééminence dans le monde, de la technologie, de la science et encore de la science. Fin de citation. Le CDC a publié de son côté les nouvelles directives mardi indiquant que les Américains devaient porter des masques à l'intérieur dans les zones où les taux de transmission du virus sont élevés. M. McCarthy affirme que les nouvelles règles relatives aux masques pour la Chambre ne correspondent pas aux directives du CDC et qu'elles n'ont rien à voir avec la science. Il affirme, je cite, « Nous avons été vaccinés, nous ne sommes pas un point chaud, mais ils nous obligent à porter un masque, pas au Sénat, mais à la Chambre. Il ne s'agit en fait que d'un contrôle accru, c'est juste le début d'une série, parce que les écoles vont commencer à revenir, ils vont à nouveau fermer l'école, il s'agit que de contrôle. » Fin de citation. Les gouverneurs républicains s'opposent également aux obligations du gouvernement fédéral. S'adressant à l'American Legislative Exchange Council, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, affirme que les gouvernements ne devraient pas retirer aux Américains la liberté de prendre eux-mêmes leurs décisions qui les concernent. Le gouverneur Ron DeSantis pense qu'il est très important que nous disions sans équivoque non au confinement, non aux fermetures d'écoles, non aux restrictions et non aux obligations. Il ajoute que les bureaucrates essaient de décider comment les Américains doivent vivre, consignés à vivre dans une dystopie par laquelle nous sommes gouvernés par des caprices d'autorité bureaucratique qui se soucie peu de notre liberté, peu de nos aspirations et peu de notre bonheur. Et selon Pelosi, il ne devrait pas y avoir de discussion sur les nouvelles règles et les membres du Congrès devraient simplement suivre les conseils du médecin du Capitole. Le CDC indique que les études à l'appui de ces nouvelles directives sur les masques ne sont pas encore disponibles. Et dans le cadre de la promotion des vaccinations, Pfizer vient d'annoncer que ses ventes de vaccins dépassent largement les estimations. Le fabricant de médicaments prévoit que les ventes de vaccins atteindront 33,5 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de près de 30% par rapport aux estimations précédentes. Ces chiffres propulseraient Pfizer en tête des médicaments les plus vendus de tous les temps. Alors pourquoi ces médicaments se portent-ils si bien? D'une part, Pfizer fait payer plus cher son injection. Les États-Unis viennent de commander 200 millions de doses supplémentaires à Pfizer, chaque dose coûtant 24 $. Pour les commandes précédentes, le coût par dose était de 19,50 $. Cela porte donc le nombre total de doses achetées par les États-Unis à 1 milliard. Et en parlant d'énormes sommes d'argent, parlons de la série d'attaques par ransomware qui a fait des ravages en Amérique ces derniers temps. Un haut responsable du FBI a déclaré mardi aux législateurs que le Congrès ne devrait pas rendre illégal le paiement des rançons aux cybercriminels.
Brian Vaughan, directeur adjoint de la division cyber du FBI, affirme que si nous interdisons les paiements de rançon, nous mettons les entreprises américaines dans une position où elles sont confrontées à une autre forme d'extorsion, c'est-à-dire qu'on les fait chanter pour qu'elles payent la rançon et ne la communiquent pas aux autorités. C'est donc une conversation très compliquée, poursuit-il, mais nous pensons que l'interdiction des paiements de rançon n'est pas la voie à suivre. Ce conseil avait été donné lors d'une audition de la commission judiciaire du Sénat sur les ransomware. Cette décision fait suite à plusieurs attaques de ransomware très médiatisées qui ont touché divers secteurs d'activité ainsi que des infrastructures critiques des États-Unis. Et l'une des attaques récentes les plus perturbatrices a été celle du début de l'année qui a entraîné la fermeture du pipeline Colonial, le plus grand pipeline de carburant des États-Unis. La fermeture a entraîné des achats de panique qui ont provoqué des pénuries d'essence. Dans ce cas et dans plusieurs autres, les entreprises touchées ont décidé de payer la rançon afin de récupérer leurs données et de poursuivre leurs activités. Et de nouveaux détails apparaissent sur une attaque par ransomware liée à un syndicat criminel basé en Russie. Elle a touché environ 2 douzaines de communautés du Texas il y a 2 ans. Le personnel des petites villes et villages a lutté pendant des jours avec des perturbations de services gouvernementaux de base provoquées par une cyberattaque sophistiquée. Jason Whistler, coordinateur de la gestion des urgences de Bolger, a appris pour la première fois que leur système informatique avait été piraté le 16 août 2019 au matin. Il dit, je cite, que c'était juste un sentiment effrayant, il y avait toujours cette urgence, vous savez, nous devons vérifier la ville, les réseaux, la totalité de la situation, mais bien sûr nous avons toujours eu des préoccupations au sujet de, comme Garrett a dit, tous ces documents sur lesquels nous devons travailler. La ville de moins de 13 000 habitants s'est empressée d'éteindre ses ordinateurs après avoir réalisé que les travailleurs étaient bloqués. Et au cours des jours suivants, les habitants n'ont pas pu payer leurs factures, le gouvernement n'a pas pu traiter les salaires, les policiers n'ont pas pu retrouver certains dossiers. Garrett Spalding, directeur municipal du Texas, témoigne, je cite, qu'en tant qu'être humain, nous pensons naturellement d'abord à nous-mêmes. Vous savez, je ne me disais pas « Oh mon Dieu, ils ne peuvent plus payer leurs factures ». C'était plutôt « Oh mon Dieu, j'ai perdu tout mon travail ». Et certains écrans d'ordinateur ont affiché des demandes de rançon en charabia. Le même message est même sorti des imprimantes à l'intérieur du bureau. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu'il s'agissait d'un cyberdésastre et a déployé des cyberspécialistes de la Garde nationale du Texas. Leur objectif était d'aider les villes piratées à évaluer les dégâts, à restaurer les données à partir de fichiers sauvegardés et à reprendre le contrôle de systèmes verrouillés. Au total, il y a eu quelques 23 entités gouvernementales qui avaient été touchées. Les coupables étaient affiliés à Revil, un gang basé en Russie, qui au printemps dernier a extorqué 11 millions de dollars aux transformeurs de viande JBS. Plus récemment, le groupe a mené ce qui est considéré comme la plus grande attaque mondiale de ransomware jamais enregistrée. Et Amanda Crumford du département des ressources informatiques du Texas dit que les entités qui avaient des sauvegardes étaient en meilleure position que les autres. Il s'agissait ensuite de rendre visite à ces entités, de les évaluer afin qu'elles puissent prendre la décision de savoir ce qui a été touché, combien de temps il lui faudrait pour reconstruire et quels étaient les coûts. Les communautés du Texas ont finalement pu récupérer la plupart de leurs données et reconstruire leur système sans payer de rançon. Crumford encourage toutes les organisations à adopter une approche plus proactive de la cybersécurité. Et Biden prévient que les cyberattaques pourraient mener à une vraie guerre. Il dit que si nous nous retrouvons dans une vraie guerre de tir avec une grande puissance, ce sera à la suite d'une violation cybernétique de grandes conséquences. Ces commentaires ont été faits lors d'une visite aux agences de renseignement américaines mardi. M. Biden a déclaré que les attaques de type ransomware causaient davantage de dommages dans le monde réel et que leur menace était croissante. Il affirme que la Russie constitue une menace sérieuse pour la cybersécurité des États-Unis, notamment en raison de la faiblesse de son économie. Il ajoute « Quand j'étais avec M. Poutine, qui a un vrai problème, vous savez, il est assis au sommet d'une économie, dit-il, qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d'autre, rien d'autre. » Il dit que cela rend Poutine très dangereux. Il ajoute qu'il sait qu'il a de vrais problèmes, ce qui le rend en fait encore plus dangereux.
Biden affirme que la Chine est également une autre menace majeure. Il l'a qualifiée de concurrent mortel possible des États-Unis à l'avenir. Il dit, je cite, « Le président chinois Xi Jinping est mortellement sérieux à l'idée de devenir la force militaire la plus puissante du monde, ainsi que l'économie la plus importante et la plus proéminente du monde. » Fin de citation. Et Biden affirme que la Chine a un véritable plan et que les États-Unis doivent suivre le rythme. Selon lui, les États-Unis doivent trouver un équilibre entre la coopération avec la Russie et la Chine sur certaines questions et la surveillance par les services de renseignement américains de leurs objectifs ultimes. Et maintenant, sur les moyens de se protéger des cyberattaques, l'Agence nationale de sécurité propose une approche simple mais efficace, semble-t-il, pour empêcher les pirates de s'introduire dans votre appareil mobile. La première étape consiste à éteindre votre téléphone et la deuxième à le rallumer. Voici la suite, il suffit de redémarrer son téléphone chaque semaine pour empêcher le piratage. C'est en tout cas ce qu'affirme le guide des meilleures pratiques de l'Agence nationale de sécurité pour la sécurité des appareils mobiles. Selon un expert de la direction de la cybersécurité de la NASA, cette simple action fait en sorte que même les pirates les plus sophistiqués travaillent plus dur pour maintenir l'accès. Neil Ziering, directeur technique de la direction de la cybersécurité de la NASA, dit que beaucoup de cyberattaques modernes sont, vous le savez, des chaînes de 2, 3 ou même plus de vulnérabilités à la suite qui doivent être exploitées avec succès. Et si vous pouvez ramener l'adversaire au début de cette chaîne et l'obliger à tout recommencer, c'est aussi un moyen de le lui faire payer. En effet, toujours à portée de main et rarement éteints, les téléphones portables sont devenus les cibles de choix pour les pirates. Ils sont capables de voler des données personnelles, d'activer secrètement des caméras et des microphones et même de localiser l'utilisateur. Votre téléphone sait où se trouve l'utilisateur sur la Terre et dans de nombreuses circonstances, il partagera cette information avec des parties externes. Habituellement, dit-il, une fois que le pirate a obtenu l'accès au système, il cherche un moyen d'y rester en installant un logiciel malveillant dans le système de fichiers racine de l'appareil. Mais cela devient de plus en plus difficile car les fabricants de téléphones comme Apple et Google ajoutent de solides fonctions de sécurité pour bloquer les logiciels malveillants dans les systèmes d'exploitation principaux. Faites simplement attention aux applications que vous installez, dit-il. Installez celles dont vous avez besoin et lorsque vous avez fini avec une et que vous ne l'utilisez plus, désinstallez-la. En faisant cela, vous gardez votre surface d'attaque plus limitée. Le guide de la NASA reconnaît également que le redémarrage ne fonctionne que dans certains cas. Il propose en fait une solution encore plus simple et efficace mais difficile à appliquer. Ne transportez pas de téléphone avec vous. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.